Bonsoir messieurs, dames. Bienvenue dans un nouveau numéro de High Tech. Le troisième séminaire de la formation et de l'information entre l'ARTP et le réseau des journalistes spécialisés en TIC a vécu. Nous avons recueilli pour vous les propos de M. Camara, président du réseau des journalistes. Ce sont des moments de partage, d'échange entre régulateurs et journalistes sur les enjeux liés à la régulation. Comme vous le savez, le secteur des postes est impacté aujourd'hui par les technologies de l'information et de la communication. Les télécommunications, idem, parce que beaucoup de choses voient le jour dans ce domaine. Aujourd'hui, de plus en plus, les données prennent le dessus sur tout ce qui est SMS voix. On parle d'objets connectés. Tout cela fait que il est bon pour nous journalistes d'échanger sur ces questions-là avec le régulateur pour que nous soyons à niveau afin de proposer des informations vraies. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de free roaming. On a besoin de savoir les enjeux, les tenants, les aboutissants de ce free roaming qui va permettre aujourd'hui à un citoyen de la CEDEAO, une fois qu'il se trouve dans un pays qui adhère à cette proposition émanant de Smart Africa, de pouvoir bénéficier d'un appel qui provient de son pays. Pour 2017, il y aura une nuit du numérique que le réseau TIC compte mettre en place avec tous les parties prenantes, avec tous les acteurs de l'écosystème du numérique. La nuit du numérique consiste à primer les meilleures émissions, les meilleurs journalistes, les meilleurs reportages télé, radio, presse en ligne, dans les journaux high-tech, pour permettre à ces journalistes-là véritablement de se surpasser. Et ce prix, c'est le prix des télécoms Farba Alassane Sy, qui a été arraché à notre affection l'année dernière, qui fut un bon journaliste, mais également un bon communicant qui a été au service de l'autorité de régulation des télécoms et des postes. Une façon pour nous également de lui rendre hommage par rapport à tout le travail qu'il a abattu à ce niveau-là. L'économie numérique, elle est vaste. Elle va de l'e-commerce au télécom en passant par les postes, par, les nouveaux médias. Donc, il y a de la matière à ce niveau-là. Toujours dans ce cadre de ce séminaire, nous avons vu pour vous M. Abdou Karim Sall, qui est le directeur général de l'ARTP. C'est devenu une tradition pour l'autorité de régulation des télécommunications et des postes que de se retrouver chaque année avec les journalistes pendant 3 jours pour échanger avec eux sur des sujets qui sont des sujets portant sur les technologies de l'information et de la communication, mais également des sujets du secteur. Et cette année, nous envisageons de développer un certain nombre de projets qui ont un impact majeur dans le développement du secteur, notamment la mise en place des MVNO, notamment le free roaming, notamment les opérateurs d'infrastructures, notamment le dégroupage, notamment les FAI, notamment le nouveau cadre, les quelques modifications de la loi sur les télécommunications, de la loi sur les télécoms, c'est-à-dire le code, et les deux les deux décrets qui ont été signés et qui concernent les opérateurs d'infrastructure. Aujourd'hui, avec l'opérateur historique Sonatel, tout ce qui est boucle locale, c'est-à-dire la continuité métallique à travers les câbles, est détenu par Sonatel. Mais l'objectif visé est de faire en sorte que la libre circulation des biens et des personnes consacrées dans l'espace CEDEAO soit également appliquée au niveau des télécommunications en mettant ce qu'on appelle le One Area Network, c'est-à-dire de mettre en place un seul réseau africain. Le secteur des télécommunications se porte très bien. Au titre de l'année 2016, on peut considérer que le mobile, sur le plan du chiffre d'affaires réalisé, a fait un bond considérable. Seulement, il y a eu quand même quelques points sur lesquels il faut qu'on s'arrête pour regarder.
parce que nous avons constaté que le trafic international entrant a baissé du fait que vous connaissez tous cette utilisation massive des OTT tels que les WhatsApp et autres sont devenus aujourd'hui des outils que les opérateurs, que les clients utilisent le plus souvent pour les appels, pour recevoir des appels internationaux. Et ça, c'est vraiment, ça s'est fait au détriment du trafic international. Mais je pense que de l'autre côté, parce que pour avoir ces OTT, il faut avoir l'Internet. Nous avons vu que l'Internet s'est développé. Les usages de l'Internet sont également développés et c'est ce qui a permis de faire un bond en avant sur ce qu'on appelle le secteur, dans le secteur en ce qui concerne la branche de l'Internet. Le e-commerce, c'est un phénomène très répandu au Sénégal. On en entend souvent parler. Mais seulement, savez-vous ce qu'est un e-commerce? D'après une certaine définition, le e-commerce, c'est le commerce électronique ou encore, c'est le commerce qui se fait via Internet. Nous allons partir dans un reportage à la découverte du e-commerce. Selon vous, vendre ou acheter, lequel est le plus facile? Si l'on se souvient jadis de ce qui était le commerce, qui se pratiquait sous forme de troc et se résumait à échanger des biens, du riz contre du mil, de l'arachide contre du maïs. Voyez-vous, cette ère est révolue. On parle aujourd'hui de e-commerce grâce à Internet. Le e-commerce permet aux consommateurs de faire leur achat sur Internet. Mais c'est quoi exactement le e-commerce et comment ça marche? Le principe, c'est de permettre, on va dire, à des consommateurs de faire leurs achats sur Internet. Avec l'avènement de l'Internet, en fait, de plus en plus d'entreprises se sont développées en proposant donc leurs produits ou les produits de tiers disponibles sur Internet pour permettre aux gens de les acheter. Nous mettons en relation des vendeurs et des acheteurs à travers une plateforme d'échange. En fait, c'est ça, c'est un site de petite annonce comme cela existe un peu partout dans le monde. Et ce site permet à ces gens-là de faire des affaires entre eux. Donc nous sommes juste l'intermédiaire. Les exemples les plus probants sont par exemple Amazon.com qui fait partie des plus grandes entreprises sur Internet dont le principe est de permettre aux gens d'acheter des livres, des CD, de la musique et en général des produits culturels sur Internet. Acheter et vendre sans voir son interlocuteur ou bien ne pas recourir à des moyens physiques et de la main-d'œuvre grâce à e-commerce a-t-il des avantages? Les avantages de mettre son commerce en ligne, donc c'est évident pour les grandes plateformes, ça permet on va dire même pour toute plateforme en fait, ça permet de baisser ses coûts parce qu'on n'a derrière pas besoin effectivement lorsqu'on vend ses produits d'avoir des boutiques, d'avoir des devantures, d'avoir un personnel de vente, etc. etc. Tout ce dont on a besoin, c'est effectivement un bon système on va dire de supply chain, des entrepôts pour garder ces produits. Et effectivement, après tout le reste dépendra en fait de sa capacité à envoyer son produit chez le client. Y a-t-il des risques inhérents d'acheter sur Internet en ce qui concerne la sécurité des données bancaires des acheteurs? Les risques liés au vol, c'est-à-dire il y a un phénomène très connu qui est celui du phishing. Ça ne me rassure pas, c'est juste que je me pose des questions à savoir s'il n'y a pas des truands là-dedans. C'est l'une des grosses problématiques qui se posent à travers l'Internet, c'est la question de la sécurité financière. Tout le monde a entendu parler effectivement de hacking, de cartes bancaires volées, de fichiers. L'une des premières choses qu'il faut prendre en compte, c'est quand on est acheteur, c'est de faire attention. Bon, la chose la plus simple, c'est de n'acheter par exemple que sur des sites, on va dire, connus et reconnus. Ensuite, il faut regarder et essayer de vérifier tous les certificats de sécurité proposés par le site. Le développement du e-commerce passe donc par le développement de plateformes bancaires plus modernes et accessibles à tous.
Encore une fois, l'expertise technique est là. Il faudra juste une volonté conjointe de banques et de l'État. Une volonté qui est nécessaire pour permettre d'abord aux Sénégalais d'accéder à des technologies et techniques simples utilisées partout dans le monde. Volonté qui permettra aussi de booster un nouveau type de comportement dans les échanges par le moyen des nouvelles technologies. Alors, le Sénégal sera-t-il au rendez-vous de vendre et d'acheter sur la toile? Là est la question. juróom-ñaari at laa demee jàngi Ndakaaru fi sama tante dëkkoon amoon cyber fa la ñu xamee lan mooy email ak webcam tàmbali gis njëriñ gi internet mën a am ci suñu dund rawatina ci suñu jàng àdduna yépp ngay waxtaanal ak internet fekkee nañu bi câble yi di jaar ci géej gi bi fibre optique bi ak yeneenu jumtukaay yi tàmbalee law internet dafa soppi suñuy dund tey ci kër gi ñëppay connecté wu ba ci télé bi man saa su ne damay déggante ak samay xarit ñu yónnante ay vidéo tey ànd di dund lu amul fenn 3G ak 4G dañoo gaawal coppeeku xarala gi ci wàllu numérique bi sama papa sax internet lay doxalee njaayum gerte gi ci gàttal fii ci dëkk bi ñëpp ngi gën a connecté wu noonu la sama xel demee ci ubbi entreprise bi tax ma siiw tey Internet pour ñëpp ngir ñëpp connecté wu ci seen ëllëg. La révolution numérique est en marche. Avec vous, pour vous, Sonatel. Si vous pensez qu'en supprimant une photo de Facebook, Instagram ou encore Twitter, vous êtes à l'abri, eh bien non. Nous avons rencontré M. Ndiaye, qui est spécialiste dans le Big Data. Alors, messieurs, dames, la collection de données, on en parle ? Bonjour. Bonjour Basile. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de Big Data, c'est un nom qu'on dit chaque jour. Qu'est-ce que cela signifie? En fait Basile, actuellement on parle de Big Data, on en parle partout, mais il faut savoir que c'est tout simplement un concept. C'est un concept que les chercheurs ont mis en place suite à l'explosion des données numériques. Donc, mais en réalité, on peut le définir simplement. C'est une boîte à outils permettant de répondre aux enjeux actuels autour des traitements de données de masse qui sont vraiment variés et fortement véloces. Voilà une définition simple du Big Data. Quand on parle de Big Data, donc c'est les données qu'on puise de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les entreprises, même nos téléphones que nous utilisons. Quels sont les enjeux de ce Big Data-là qui existe maintenant dans le monde? Alors, quand on dit Big Data aussi, c'est étude de comportement. Donc, nous utilisons les réseaux sociaux. Nous sommes partout sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur ce qu'on appelle les OTT, les WhatsApp, Viber. Et sur chacun d'eux, nous avons nos informations, qui sont nos données personnelles. Et nous avons aussi nos activités. Nous publions des choses, nous interagissons avec des communautés, nous publions des photos, des vidéos. Et tout cela constitue le Big Data. Donc avec cela, on peut étudier notre comportement. Comment est-ce qu'on fonctionne? Quand est-ce qu'on parle? Quand est-ce qu'on dort? Où est-ce qu'on va? Avec qui on interagit? Et on peut même aller jusqu'à estimer quelle quantité d'argent nous avons en fonction de ce que nous dépensons par mois. Ça, c'est un des enjeux du Big Data. La volumétrie, aujourd'hui, supposons, depuis le début des temps jusqu'en 2008, tout ce qui a été produit en données, c'est ce qui se produit aujourd'hui en 1 minute. Pour juste vous donner une idée de la quantité de données qui est générée au niveau de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ces données? Est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, mais particulièrement au Sénégal, nos politiques sont conscients de cette richesse? Parce qu'aujourd'hui, on parle plutôt de pétrole quand on parle de données. Il y a une certaine comparaison entre les données et le pétrole. Alors, exactement, ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne le sont pas encore. Si on prend, on sait qu'il y a 5 pays principalement qui sont les pionniers du Big Data en Afrique. On a l'Afrique du Sud, on a l'Égypte, on a le Maroc, on a le Nigeria, on a aussi le Kenya. Donc si on prend l'exemple de ces pays, ils essayent de mettre en place des modèles ou des applications autour du Big Data pour répondre à des problèmes de développement. On va juste prendre l'exemple du Kenya. Le Kenya, supposons, en partenariat avec IBM, qui est un grand de l'IT, ils mettent en place une plateforme Big Data pour répondre à des problèmes autour du cancer.
autour du cancer. Pour mieux, l'objectif, c'est de mettre en place la plus grosse base de données autour de ça. Et donc, cela peut apporter des problèmes comme ça, et c'est des cas concrets. Si on vient à l'exemple du Sénégal, donc, on sait qu'en 2014, il y avait un challenge D4D, Data for Development, que Orange avait lancé pour mettre à dispo aux chercheurs des données afin de construire des modèles pour répondre à des problématiques notamment d'éducation, de santé, de transport, de tourisme, etc. Donc ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les données, c'est beaucoup. En vous écoutant, on sent bien que le Big Data est très important pour le développement d'un pays. Mais aujourd'hui aussi, quand on parle de Big Data, il y a des inconvénients, il y a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Aujourd'hui, quels sont les inconvénients? Puisque le Big Data, c'est les données. Ouais. Comment les données de Talla, de Basile, comment ces données figurent sur le net? Comment on travaille dessus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand on franchit le pas au niveau de la vie privée des gens, comment ça se passe tout ça? Alors, ce qui reste aujourd'hui au Sénégal, principalement, les acteurs du Big Data, ce sont les réseaux sociaux et les opérateurs téléphoniques. Tout ce qu'on publie ne sera jamais supprimé. Que ce soit même sur WhatsApp, on nous dit que c'est supprimé, mais en réalité, elle est stockée quelque part. Je pense que c'est important pour les téléspectateurs. Aujourd'hui, tout ce que vous publiez sur Internet n'est pas supprimé. C'est bon à savoir. Et le meilleur moyen de protéger ces données sur Internet, tous les experts autour de l'IT, de la sécurité, etc., en parlent. Le meilleur moyen de protéger ces données aujourd'hui, c'est de ne pas les publier. Voilà. Aujourd'hui, nos données sont stockées ailleurs et nous ne savons pas les finalités. Ils étudient les comportements, ils savent comment on fonctionne, on réfléchit, comment on évolue. Et cela leur permet d'anticiper ce que nous allons faire demain. Et quand on connaît comment une personne réfléchit, on arrive à la maîtriser, on arrive à la convaincre. Et aujourd'hui, il faut sensibiliser aussi l'État à orienter nos politiques autour du numérique. On parle ailleurs, il y en a qui exploitent leur pétrole, d'autres exploitent, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils misent sur la connaissance, sur la donnée. C'est notre cas. Nous devons miser sur la connaissance. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie numérique. On parle de l'économie de la connaissance. Et d'ailleurs, on a un projet sur le Sénégal numérique. Donc exactement. je pense que ça serait important. Oui, et on félicite le ministre de l'Éducation d'ailleurs pour le partenariat avec les Français pour mettre en place un data center à Diamniadio. Cela permettrait à nos chercheurs, à nos futurs scientifiques de pouvoir mettre en place des modèles de développement efficaces pour mieux exploiter nos données. Comment voyez-vous maintenant le continent africain, ou le Sénégal, d'ici 5 ans dans le domaine des Big Data? Alors d'ici 5 ans, dans quelques années, horizon 2020, 2030, nous pouvons être un des leaders mondiaux. Mais il faut que nous ayons confiance en nous, il faut que nous exploitons notre potentiel. Le Kenya l'a commencé avec, comme ce qui se passe aux États-Unis avec la Silicon Valley, nous avons la Silicon Savannah là-bas. Exact. Donc l'idée serait de créer des emplois autour de 200 000 emplois horizon 2030. Mais nous, on est dessus, le président de la République, son Excellence, il vise en 10 ans créer 500 000 à 600 000 emplois, mais principalement axé sur l'agriculture. Aujourd'hui, il faut repenser aussi nos modèles de développement. Exact. Et voilà, nous avons le numérique qui est là, on peut l'exploiter, créer des métiers et cela nous servira à tous. Alors merci Talla pour tous ces éclairages. Nous recevons donc, nous avons reçu Talla Ndiaye qui est un ingénieur informatique spécialisé dans le domaine de tout ce qui est Big Data, qui nous parlait de cet ensemble de données qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le pétrole. Mary Bey, on vous retourne l'antenne et on se retrouve très bientôt. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont oublié leur cours d'informatique. Rappelez-vous, quand à l'école, votre professeur vous apprenait ce que signifiait CTRL plus Q, CTRL plus S ou CTRL plus V. Aujourd'hui, dans Tech Tips, nous allons expliquer ce qu'est les raccourcis clavier sur un document Word. Bonsoir. Vous êtes nombreux à vous demander comment gagner du temps et améliorer votre productivité au travail. Oui, cela est possible grâce aux raccourcis clavier. Voici quelques raccourcis clavier les plus utilisés dans Word. Il est bien de savoir aussi que la touche Alt remplit les mêmes fonctions sur Windows que la touche Option sur Mac. Et la touche Windows sur PC remplit les mêmes fonctions que la touche Commande sur Mac. D'habitude, pour créer un fichier, vous allez dans Fichier, créer un nouveau fichier.
Avec les raccourcis clavier, c'est très simple. Vous faites CTRL-N sur Windows et Command-N sur Mac. Si vous avez l'habitude de travailler avec votre souris, vous cliquez sûrement sur Édition pour pouvoir copier ou coller. Avec ces raccourcis, CTRL-C signifie copier et CTRL-V coller. Et pour Mac, Command-C et Command-V. Vous pouvez aussi couper. Faites tout simplement CTRL-X sur Windows ou Command-X sur Mac. Et pour sélectionner, faites CTRL-A pour sélectionner tout le texte ou Command-A. Pour étendre une sélection au début d'un paragraphe, c'est très simple. Sur Windows, CTRL majuscule plus flèche du haut et sur Mac, commande majuscule et flèche du haut. Après l'édition de votre texte enregistré par commande S sur Mac ou CTRL S sur PC, vous voulez imprimer votre fichier, faites CTRL P sur Windows ou bien commande P sur Mac. CTRL Z permet d'annuler la dernière action ou bien vous faites commande Z sur Mac. Et pour quitter définitivement Word, c'est très simple, CTRL Q ou commande Q. C'était tout pour les raccourcis clavier. La particularité de TechWorks, c'est qu'aujourd'hui, nous vous emmenons des produits spécialement créés pour l'Afrique. Et je suis fière de vous présenter la billetterie pour les transports en Afrique de l'Ouest. Ça a été créé par un Sénégalais du nom de Mamadou Ndiaye. Découverte. Il s'appelle Mamadou Ndiaye. Ce jeune Sénégalais a inventé une billetterie pour les transports en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une application reliée à une imprimante permettant aux transporteurs de pouvoir vendre facilement leurs billets. Il s'agit de la première solution TimeT qui cherche encore des investisseurs. Avez-vous remarqué que la plupart des objets électroniques que nous consommons ou encore achetons proviennent du marché européen ou encore ont été conçus pour le marché européen? Qu'est-ce qui a été produit pour le marché africain? Nous pouvons remercier M. Véron Mongo, congolais de son état, qui a créé aujourd'hui la première tablette africaine. Alors, un produit avec du contenu africain, fait pour les Africains et par un Africain. Nous allons à la découverte de Weissi. Développé au local, il existe plus de 100 000 applications qui sont souvent généralistes car certains besoins en Afrique sont différents. Véron Mongo, PDG congolais et créateur de la tablette Weissi, a saisi ce besoin de produire des contenus locaux pour mieux répondre aux attentes du marché africain. Hightech, c'est fini. Merci à nos sponsors et aussi à Choco de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours. En attendant, je vais me prendre mon petit chocolat.